C'est un sujet comme un autre, quoi. Enfin, je veux dire, si la sexualité n'existait pas, tu n'existerais pas, je n'existerais pas. Et faire un sujet tabou, enfin, c'est un peu hypocrite quelque part. Hein. Ouais. Bonjour Jordi Oumira. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Inspire Actu. On va parler ensemble aujourd'hui de sexualité, pour les jeunes évidemment, puisque dans l'actualité on en parle beaucoup aujourd'hui, comment l'aborder, les parents, l'école. Souvent on critique les deux et en même temps quand on se met à la place des enfants, on se rend bien compte que s'il y a bien un sujet qu'on ne veut pas évoquer, ni avec ses parents, ni à l'école, c'est la sexualité. Et on va parler évidemment de tout ce qui l'entoure, parce que toi tu es expert dans le domaine. Tu as monté un compte Instagram, tu as écrit un livre, tu vas peut-être nous dire sur quoi tu travailles en ce moment. Mais l'idée, c'est voilà, de démocratiser. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir en parler et de libérer la parole sur le sujet? Bah déjà, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un sujet qui reste relativement tabou en France. Il y a d'autres pays où c'est pas le cas dans le monde. Typiquement au Canada, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus détendu. On peut en parler plus simplement, plus facilement. Et en France, on a encore ce tabou-là qui pèse parce qu'en fait, personne n'en parle. À part sur les réseaux maintenant, depuis 5-6 ans, il y a de plus en plus de comptes qui parlent de sexualité, mais autrement, on n'a pas de place sur laquelle justement s'exprimer autour de la sexualité. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'éduquent par eux-mêmes, alors que ça peut donner lieu à des problématiques. Je pense notamment au porno, parce que là, les derniers chiffres quand même, c'est qu'il y a environ 2 enfants sur 10 qui consomment du porno. Donc on parle d'enfants de 12 ans, hein. Donc ce qui est relativement jeune quand même pour s'éduquer à la sexualité, sachant que aussi il y a des amalgames autour de ça, sachant que la pornographie n'est pas la réalité. C'est des performances qui sont jouées par des actrices, par des acteurs. Et ça, justement, c'est pas décrit dans les films porno. Donc, ça donne lieu, justement, à des grosses incompréhensions, des tabous, des idées reçues. Et finalement, parler de sexualité, ça permet aussi de désacraliser le sujet et de dire, voilà, c'est un sujet comme un autre, c'est important d'en parler, parce que une fois arrivé dans la vie d'adulte, si on nous l'apprend pas, on apprend par nous-mêmes et donc du coup on peut entre guillemets enchaîner les erreurs et c'est ce qui arrive bien souvent justement. Et les sujets sont extrêmement nombreux, on parle aussi de la violence, des violences faites aux femmes mais aussi par les jeunes et beaucoup par les jeunes parce que aussi le porno il a un impact important là-dessus. Mais totalement, parce qu'encore une fois il s'agit de performance et qui dit performance dit surjeu et donc culte de la performance. Donc du coup, on est vraiment dans des rapports de domination, généralement dans le rapport hétérosexuel, donc c'est vraiment l'homme qui domine la femme, etc. Il n'y a pas de nuance, même si aujourd'hui il y a quand même de nouvelles formes de porno qui existent, notamment le porno éthique, etc., qui essaie d'inclure tous les genres, toutes les affinités et de mettre sur un pied d'égalité justement les femmes, les hommes, etc. Et on le disait, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un vecteur, de toute façon, les réseaux sociaux, pour parler de tout sujet. Le problème aussi des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comptes qui vont parfois par les religions, enfin beaucoup même. TikTok, on se rend compte que c'est hyper important. Je regardais l'émission de Léa Salamé, qu'à l'époque, la semaine dernière, François Hollande était là, et il revenait sur le sujet justement de la sexualité à l'école, quand ils avaient essayé avec Najat Vallaud-Belkacem, qui était la ministre de l'Éducation, de le mettre en place. En fait, tous les religieux de France s'étaient mis vent debout contre ça, parce qu'on oublie aussi qu'en fait, le sexe, c'est tabou d'en parler, mais pour certains, notamment dans les religions, c'est mal. Ah, c'est tabou, c'est mal vu. Et en fait, donc là, tu faisais référence justement à ce qui s'était passé sous le quinquennat de François Hollande avec Najat Vallaud-Belkacem. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi qui a été créée en 2001, la loi Aubry, qui impose normalement aux écoles primaires, aux collèges et au lycée au minimum 3 cours d'éducation sexuelle par an. Donc, c'est-à-dire que tout au long de la scolarité, même si on exclut l'école primaire, on va dire collège et lycée, on est censé avoir une vingtaine de cours d'éducation à la sexualité. En tout cas, moi, je les ai pas eus. Voilà, moi, j'ai eu 2 heures en 4e ou en 3e. Ça s'arrête là. Et encore, c'était vraiment très restrictif. C'était comment est-ce qu'on fait les bébés, comment est-ce qu'on met un préservatif, et ça s'arrête là. Et c'est pas avec ce genre d'éléments qu'on fait une éducation à la sexualité, parce que la sexualité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Puis il faudrait aussi commencer par le commencement, c'est-à-dire parler du consentement. Le consentement, c'est quelque chose d'hyper important, pas uniquement pour la sexualité d'ailleurs, pour plein de choses. Et justement, alors il y a des établissements qui mettent en place de plus en plus de cours d'éducation sexuelle. Typiquement, moi je suis père, j'ai un enfant qui est en 5e, et là, depuis la 6e, il a un cours d'éducation à la sexualité chaque année, là, jusqu'à la 3e. D'accord.
On est loin des 3, mais c'est un qui aborde la sexualité sous divers angles, donc le consentement, le genre, plein de questions. Et pardon, parce que tu reparles de consentement, on l'a vu là, ces derniers temps, puisque le film de Vanessa Springora est sorti sur l'affaire Maznef. On voit que sur les réseaux sociaux, justement sur TikTok, il y a une traîne qui est sortie, ça a cartonné et les jeunes vont dans les salles. Donc c'est un sujet qui les intéresse et qui leur pose des vraies questions. C'est un sujet qui pose beaucoup de questions, mais ce qu'on voit aussi, c'est que depuis l'émergence des comptes qui parlent de sexualité sur les réseaux sociaux, depuis 5-6 dernières années, on se rend compte que les 16-25 ans, globalement, donc la génération qui nous précède, entre guillemets, est beaucoup plus attentive à la notion de consentement. Nous, on va dire, on est un petit peu, on va dire, ceux qui sont dans la trentaine, on est un petit peu entre les deux, quoi. Ouais. On est ceux qui n'avons pas eu d'éducation à ce terme-là, qui est le consentement. Mais on se dit, attends, mais c'est vrai, ça coule de source pourtant. Donc il y a d'un côté les personnes qui se remettent en question, qui se déconstruisent et qui se disent, ah oui, il faut tout revoir et on va essayer de tout réapprendre. Et puis d'un côté les personnes qui, autant le dire, sont fermées sur ces sujets-là, qui ne se posent pas plus de questions, qui restent sur leurs acquis, qui ne sont pas forcément les bons et qui restent comme ça. Mais les jeunes, en tout cas, ont plus à cœur justement à parler de consentement et puis prennent aussi de plus en plus leur temps pour avoir leur premier rapport sexuel. Ça a été prouvé que plus on fait d'éducation sexuelle, plus les jeunes ont leur rapport sur le tard, parce que justement, ils savent de façon plus intelligente, plus réfléchie. Exactement, il n'y a pas besoin de se presser, on peut prendre son temps, il faut être prêt. Il y a la communication aussi qui prend beaucoup de place là-dedans, donc ils sont beaucoup plus dans l'échange, dans la communication. Et déculpabiliser aussi ceux qui ne l'ont pas fait, parce que souvent c'est ce qui se passe dans la cour. Hein. Mais bien sûr, c'est ça. Au lycée, lui il ne l'a pas fait. Voilà, c'est ça. Voilà, moi je vois sur ma page Instagram, ça m'arrive d'avoir des jeunes qui disent oui, moi j'ai 23, 24, 25 ans, j'ai jamais eu de rapport sexuel encore. Est-ce que je suis normal ? C'est terrible cette phrase, cette question. Est-ce que je suis normal ? Bien sûr, mais en fait, il n'y a pas de normalité. Il y a des gens qui auront des rapports plus jeunes, 15, 16 ans, d'autres sur le tard. Moi, il y a des personnes avec qui j'ai échangé qui ont eu leur premier rapport sur le tard, aux alentours de 40 ans. Et c'est OK, en fait. Il n'y a pas d'âge, entre guillemets, même si la société veut nous faire croire qu'il y en a un. Mais faut justement bien se dire que c'est quelque chose qui doit être fait avec envie, avec amour ou pas, parce que c'est pas nécessairement, c'est pas obligatoire, mais du moment que le consentement est là, il n'y a pas de règle. Et en fait, à partir du moment où les envies de chacune et de chacun sont respectées, c'est tout ce qui compte et c'est ce qui permet justement d'avoir des relations les plus saines possibles. Et pardon, on parlait de tabou. Comment tu l'expliques par rapport peut-être les échanges que tu as pu avoir avec les gens? Comment t'expliques qu'encore aujourd'hui, contrairement au Québec, en France, ce soit toujours aussi tabou? Tu t'en parlais très bien tout à l'heure, il y a déjà la religion qui pèse beaucoup là-dessus, c'est-à-dire, quelles que soient les religions, il est très ancré de dire typiquement qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. C'est encore une idée qui est très ancrée, c'est dû à l'éducation judéo-chrétienne majoritairement, mais cette idée-là, c'est encore ancré dans pas mal de familles, mine de rien. Et puis, il y a aussi un facteur éducatif, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui font le choix de ne pas parler à leurs enfants de sexualité du tout. C'est un sujet ultra tabou. Donc si les parents n'en parlent pas d'un côté, si l'école n'en parle pas de l'autre, les gamins ils vont essayer d'aller chercher l'information par eux-mêmes. Et le problème, c'est que sur Internet, il y a à boire et à manger. Si tu tombes sur la mauvaise information ou sur la mauvaise façon de faire, entre guillemets, si tu te bases sur des schémas que tu ne connais pas mais qui sont toxiques, entre guillemets, comment tu veux faire pour savoir si c'est juste ou si pas juste, tu vois ? Si personne n'est là pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est ça qui est compliqué. Donc finalement, y a des tabous là-dessus, mais je pense que l'éducation a vraiment un rôle, l'éducation des parents, vraiment un rôle majeur là-dessus à jouer. Et quelles sont les questions toi, qui reviennent le plus souvent ? Tu l'as dit, c'est parfois est-ce que je suis normal ? Parce que moi je ne l'ai pas encore fait. Quels sont les types de questions qui reviennent le plus souvent ? Alors cette question, est-ce que je suis normal ? est la question qui revient le plus, mais dans tous les domaines. Est-ce que je suis normal si je me masturbe 1 fois, 3 fois par jour ? Est-ce que je suis normal si je ne me masturbe pas ? Est-ce que je suis normal si ma libido aussi ? Est-ce que je suis normal si j'ai envie d'autres personnes alors que je suis en couple, etc. Cette question de normalité revient très souvent sur plein de thèmes en fait.
Mais c'est ce qui est logique, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement normé, tellement codifié, on ne couche pas avant le mariage, pour certaines, encore une fois, valeurs ou principes qui sont encore véhiculés dans certaines familles. Mais ça a été tellement normé aussi qu'aujourd'hui, quand on n'est plus dans cette norme, on se sent pas normal. Exactement, c'est ça. Et puis moi, je me rends compte aussi à travers mon compte Instagram, c'est que j'ai quand même la chance d'avoir une communauté qui me suit par rapport à ces conseils-là. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont de base, qui ont envie, en tout cas, d'apprendre des choses au niveau de la sexualité, au niveau de leurs relations, etc. Mais par contre, je me rends compte aussi, et c'est valable aussi avec mes amis et collègues qui parlent de sexualité en général sur les réseaux, on a tendance à être enfermé dans notre bulle des réseaux, donc à croire que ça correspond à une certaine réalité, alors que pas du tout. C'est important de prendre du recul sur tout ça et de se dire, mais en fait, oui, on a des grosses communautés, mais ça ne correspond pas à la majorité de ce que les Français pensent, à la majorité de la manière dont les Français agissent, etc. Et là, tu te dis, ah ouais, effectivement, il faut encore bien se rendre compte que la sexualité est tabou, on ne parle pas de pornographie publiquement, on ne parle pas de sa propre sexualité publiquement, ou alors dans des noyaux très restreints entre amis, et encore, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et parfois, c'est biaisé en plus. Et parfois, c'est biaisé, tu vois, il y en a beaucoup qui, je sais pas, je vois dans les cercles d'hommes, typiquement, masculins, hétéros, je précise volontairement, voilà, c'est genre, ouais, ben moi je l'ai baisé, et machin. C'est toujours vraiment dans la démonstration de la performance, alors qu'en fait, ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils ressentent eux. Oui. Et ça, justement, j'ai pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là, de mecs qui me disaient, ben moi je me suis rendu compte, suite à un post que tu as écrit, que effectivement, quand j'étais enfermé dans des cercles sociaux comme ça, j'avais tendance à suivre la majorité du groupe, à faire des blagues graveleuses, etc. Mais j'ai plus envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de m'extirper de ça, et justement envie de vivre ma sexualité avec sensibilité, parce qu'on peut être un homme et être sensible, hein. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont liées à la sexualité, mine de rien. Et le fait de voir qu'il y a une déconstruction qui s'opère, même si elle est longue, même si ça met du temps, de voir qu'il y a une déconstruction qui s'opère comme ça à plusieurs niveaux, donc ça fait plaisir à voir, mais il ne faut pas oublier que c'est pas majoritaire, en tout cas dans notre pays, même dans d'autres. Hein. En Belgique, typiquement, voilà, on a parlé d'éducation sexuelle, il y a des parents qui sont montés au créneau parce que non, stop, on est en bloc. Et c'est pas parce qu'on avance qu'on ne reculera pas à un autre moment aussi. Parce qu'il y a, des phénomènes qui parfois viennent enfin dans le débat public et qui finalement ne perdurent pas. On parle aussi du plaisir des femmes, parce que ça c'est très nouveau, ça fait quelques années qu'on en parle, le clitoris... Il y en a qui ont découvert que ça existait il n'y a pas si longtemps. On a découvert l'Amérique bien avant. Mais ça, quand on est un homme et qu'on est influenceur sur les réseaux sur la sexualité, est-ce que les femmes facilement peuvent aussi te parler ? Ah oui, mais totalement. Moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ma communauté, moi, elle est composée majoritairement de femmes, donc à plus de 70%. Le reste, c'est des hommes. Ce qui est marrant, parce qu'à la base, moi, je voulais m'adresser aux hommes pour leur dire, les gars, on reprend tout depuis le début, on va recommencer. On va essayer de déconstruire tout ce qu'on a pu nous apprendre et essayer de tendre vers des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus saines. Finalement, il y a plus de femmes qui me suivent parce qu'il me semble qu'elles ont peut-être moins de mal à parler de sexualité de manière générale, mais à communiquer de manière générale, en fait, que ce soit sur la sexualité ou pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, et c'est pas qu'une impression, mais en tout cas, les témoignages que j'ai vont dans ce sens-là. En tout cas, moi, il y a beaucoup d'hommes qui me disent, moi, j'ai été éduqué, genre, on ne communique pas, on ne montre pas ses émotions, on ne pleure pas, etc. Et finalement, ça se ressent dans toutes les sphères privées, dont la sexualité. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui s'emparent du sujet-là, mais il y en a qui me disent à quel point c'est compliqué de tirer les verres du nez à leur conjoint, typiquement, pour savoir quelles sont tes affinités, qu'est-ce que tu as envie de faire, est-ce qu'on peut parler de tel sujet, etc. C'est vraiment compliqué, ne serait-ce que de s'ouvrir à une exploration possible. Donc, c'est-à-dire juste en discuter, hein, dans un premier temps, pas obligatoirement partir dans des explorations infinies. Mais voilà, et ça reste très compliqué. Donc si déjà, en termes de communication, qui est censée être la base de tout, c'est compliqué, c'est sûr que derrière, pour essayer d'évoluer dans ces domaines-là, c'est plus compliqué aussi, quoi. Et on parlait de sujet tout à l'heure d'anecdotes, mais parce que tu le disais, il y a le sexe avec amour, il y a le sexe sans amour aussi, ça existe. Et puis il y a aussi parfois des couples qui, au bout d'un moment, ont envie d'expérimenter autre chose. Et donc là, au-delà des normes et au-delà du dialogue, il faut aussi se confronter au sentiment de l'autre. Et parfois, j'imagine que tu as des gens qui te demandent, on parlait tout à l'heure de relations extra-conjugales. Le faire sans mentir, en parler, quel est ton regard sur ce sujet-là ? Mon regard sur ce sujet-là, c'est que
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a ce qu'on appelle les relations extra-conjugales qui sont vues comme de l'adultère et qui sont un non-respect des règles tacites, en général, qui existent au sein d'un couple. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans leur relation trompés à un moment donné parce que leurs propres envies ne sont plus en adéquation avec celles de leur partenaire. Ça peut arriver parce que justement, on est des êtres humains, par définition, on évolue, on apprend, on se nourrit de nos connaissances, de notre entourage, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et c'est normal, on n'est pas figé, et on évolue, et c'est très bien comme ça. Et dans beaucoup de couples, justement, ces évolutions-là ne sont pas toujours suivies par un conjoint ou une conjointe, et c'est à partir de là qu'il peut y avoir une cassure et justement des problèmes. Mais par contre, ce qu'il y a aussi paradoxalement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les nouvelles formes de couple. Mais on appelle ça les nouvelles formes de couple, mais ça a toujours existé. Oui. C'est juste qu'on en parle maintenant. Tu vois, on en parle plus librement aujourd'hui, notamment les relations polyamoureuses. Donc les relations polyamoureuses, c'est, je prends un exemple, je suis marié ou en couple avec une personne, mais je ressens que j'ai la capacité d'aimer d'autres personnes. Donc c'est-à-dire avec le même amour que ma conjointe, mon conjoint principal. Et donc le polyamour, c'est justement ça, multiplier les relations amoureuses. Alors après, c'est vraiment au jugement de chacune et de chacun. Hein. Oui. C'est-à-dire chacun voit le nombre de relations qu'il peut alimenter de cette façon-là. Et puis parallèlement, il y a aussi ce qu'on appelle le couple libre, donc qui englobe la possibilité d'être en couple avec une personne. Et ces deux personnes ont typiquement la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec d'autres, sans que ce soit associé à une tromperie, puisque les deux personnes sont au courant. Alors en général, ces personnes-là évoluent dans un cadre avec des règles définies qui peuvent évoluer ou non au fil du temps. Et il y a de plus en plus de couples dits traditionnels qui essaient de s'ouvrir justement à d'autres expériences parce que elles se rendent compte que ça pourrait justement faire en sorte de pimenter un petit peu leur quotidien. Alors après aussi, il faut se rendre compte que sur le papier, ça peut faire envie, c'est beau, c'est sympa, etc. Mais que dans la réalité, c'est vraiment autre chose parce qu'on est conditionné aussi par les schémas de couple traditionnels. Donc, c'est-à-dire, on se marie, on a des enfants. En général, si je fais vraiment, je schématise, hein, mais on se marie, on a des enfants, on achète une maison et ça s'arrête là. Et à partir du moment où on essaie de voir plus large et de dire, on va avoir d'autres partenaires, on va ouvrir notre intimité à d'autres partenaires en restant ensemble. Alors là, il y a vraiment des feux d'artifice au niveau des émotions, quoi. La jalousie qui peut prendre le dessus, des craintes qui peuvent ressurgir. Donc voilà, là, il faut vraiment être en couple en confiance déjà de base. Connaître soi, connaître l'autre aussi. Connaître soi, connaître l'autre, en discuter, réfléchir, en rediscuter, réfléchir, en rediscuter. C'est pas genre on dit, allez, couple libre demain. Non, ça c'est utopique. Ça ne se passe pas comme ça, c'est très compliqué à mettre en place, mais pas impossible. Il y a plein de couples qui sont en couple libre, de plus en plus. Mais voilà, ça peut être des modes relationnels très épanouissants. Encore faut-il justement faire les choses correctement. Voilà. C'est ce genre de sujet qu'on peut retrouver du coup sur ton compte Instagram avec beaucoup d'infographies, beaucoup de savoir aussi que tu partages et puis d'échanges. On va parler maintenant de toi un petit peu pour essayer de comprendre déjà pourquoi tu t'es lancé là-dedans. La responsabilité aussi que ça peut apporter d'avoir une communauté comme ça sur des sujets qui peuvent, on le disait tout à l'heure, froisser. Et puis parce qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a aussi des haters. Donc j'imagine que tu reçois des messages parfois qui sont désagréables. On parlera aussi peut-être un petit peu d'homosexualité parce que dans la sexualité, le fait d'en discuter de plus en plus aussi, ça ouvre les possibilités, ça réveille des peurs, parfois chez les parents, on en parlait tout à l'heure, hein, arrêtez parce que sinon mon enfant va devenir homosexuel, comme si ça s'attrapait comme une maladie. Mais il y a encore des gens qui pensent ça et qui le disent malheureusement, et notamment sur les réseaux sociaux. Mais déjà, première question, comment c'est arrivé en fait? Alors c'est arrivé un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai lancé un compte Instagram au départ, où je parlais de sexualité, mais je faisais des jeux de mots en fait. C'était juste une slide, des jeux de mots autour de la sexualité. Je trouvais ça marrant, c'était léger, c'était plus un passe-temps. Et puis finalement, j'ai eu une demande un jour, je m'en souviens encore très bien, d'un abonné. C'était un homme qui m'a écrit en me disant « Oui, j'ai un problème dans mon couple, on est en train de se séparer, j'ai besoin de conseils, etc. » Et moi j'étais là, je fais « Excuse-moi, mais pourquoi tu viens me voir moi ?» Même si je parle de sexualité, je ne suis pas certain d'être la personne la plus adaptée, entre guillemets, à pouvoir te répondre. Et ce mec-là était vraiment en détresse, mais vraiment. Hein. Du coup, j'ai décidé de me baser sur mon expérience personnelle, modestement,
pour lui dire, écoute, moi, si j'étais toi, j'essaierais de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ok. Et 15 jours plus tard, cette personne est revenue me voir et m'a dit, grâce à toi, on a sauvé notre couple. Mais vraiment, tout va mieux. Et là, j'ai dit, ouais, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Je me suis dit, non, peut-être qu'avec un peu de bon sens et tout, on peut réussir à régler quelques problèmes. Et puis voilà, moi j'étais content, c'était très bien, mais ça en est resté là. Et puis, les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes de ce type-là. Je ne sais pas s'il y a eu une espèce de bouche à oreille ou quoi. Et j'avais pourtant une très petite communauté, quelques centaines d'abonnés tout au plus. Donc, je me souviens à l'époque, j'ai créé une story pour dire sur Insta, est-ce que c'est une demande que vous avez d'avoir des conseils sur la sexualité? Et je me souviens, les gens à 97% avaient répondu oui. Donc je me suis dit, ok, bon, il y a un sujet, il y a quelque chose à faire. Et en fait, j'ai pas réfléchi, j'ai supprimé tout le contenu que j'avais fait. Donc c'était des centaines de posts. Et en fait, j'ai tout recommencé à zéro. Et genre, je suis parti sur le conseil lié à la sexualité et les relations de couple. Au départ, moi, je voulais m'adresser essentiellement aux mecs parce que je voulais faire en sorte, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, que de faire en sorte de dire aux mecs, bah, écoutez, essayez de vous écouter plus, d'oublier ce qu'on vous a appris ou peut-être inculqué. Et vous forcer à correspondre à l'image. Exactement. Et bon, au final, c'est plus les femmes qui m'ont suivi. Mais j'ai créé ce compte-là et ça a pris. Et donc, à force, évidemment, j'ai dû me former. Donc j'ai lu beaucoup, puis j'ai échangé maintenant avec des professionnels donc de la sexologie, donc qui sont sexothérapeutes, sexologues, etc., qui aujourd'hui sont des amis. Et ça m'a permis justement d'acquérir un bagage assez conséquent pour pouvoir donner des informations de qualité. Et je disais aussi une responsabilité qui va avec. Responsabilité qui va avec, évidemment, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai envie de donner des informations fiables. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, évidemment. L'avantage, c'est qu'avant, j'étais journaliste radio, donc ce qui est recherche de sources, recouper les informations, etc., ça m'a permis, et la synthèse me permet justement d'écrire et de garder ce format écrit qui, pour beaucoup, est important. Et justement, livrer des informations précises et fiables, c'est important. Surtout qu'on sait qu'on va être attaqué. Parce que je le disais, on est sur les réseaux sociaux. Oui, surtout quand on sait qu'on va être attaqué. Alors si en plus je disais n'importe quoi, là je me fais lapider. Et sur le sujet des haters, par exemple, à quoi tu as pu être confronté sur les réseaux? Alors il y a des gens qui... alors il y a les haters qui tombent sur mon contenu parce qu'Insta leur recommande et qui ne comprennent pas du tout pourquoi un compte qui parle de sexualité tombe sous leurs yeux, tu vois. Ça c'est plutôt marrant parce que les gens ils sont offusqués, mais en général ça va, c'est pas trop menaçant. Par contre là où c'est plus menaçant, c'est moi j'ai à cœur d'utiliser l'écriture inclusive pour inclure justement toutes les personnes, tous les genres, etc. Et alors là ça passe très mal auprès de beaucoup de personnes qui sont très attachés à la langue française, mais qui oublient que la langue française a évolué depuis Le principe d'une langue vivante, elle évolue exactement. Au quotidien. Toutes les langues vivantes évoluent. À l'époque, au Moyen-Âge, le terme autrice, donc pour dire une femme auteur, autrice, existait déjà. C'est ensuite la masculinisation qui est arrivée en disant c'est le neutre. On en parle là récemment. Oui. Emmanuel Macron en a parlé, c'est le neutre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'est le masculin, justement. Et c'est pour ça que l'écriture inclusive inclut justement le neutre pour pouvoir s'adresser à tout le monde. Et justement, il y a beaucoup de personnes, encore une fois, beaucoup de haters qui me tapent par rapport à ça. Ou tout simplement des personnes qui n'aiment pas que je parle de sexualité ou qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est possible aussi. Mais moi, après, comme je le dis souvent, je ne livre pas une vérité. Oui. Je livre un regard sous un angle précis. Vous êtes d'accord, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord, c'est bien aussi. Enfin, chacun a ses idées. Moi, je ne suis pas là à faire de la propagande pour dire « suivez à tout prix ce que je dis, j'ai raison ». Non. Il y a certains sujets qui sont plus touchy que d'autres, évidemment. Mais moi, j'essaie de faire en sorte de parler au plus grand nombre et de parler aussi de sujets qui sont pas souvent communiqués aussi. Tu vois, typiquement, le couple libre, c'est pas des sujets dont on parle beaucoup de manière générale sur Internet, quoi. Donc c'est un petit peu ma patte. J'essaie de faire les choses avec originalité. Bien sûr, évidemment, des fois, je parle de choses que tout le monde plus ou moins connaît, mais j'aime bien aussi parler de sujets plus clivants, ne serait-ce que pour faire réfléchir. C'est surtout ça, en fait, moi, mon envie. C'est de faire réfléchir. Voilà, exactement. Pousser les gens à réfléchir et à se poser des questions. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, alors, bientôt? J'espère à une évolution des mentalités et à une mise en place concrète
des cours d'éducation sexuelle au sein de l'école. Alors là, après, c'est toujours très compliqué, parce que est-ce qu'il y a les moyens financiers de le mettre en place? Je ne suis pas certain. Qui va le faire? Qui va le faire, parce que les enseignants ne sont pas formés pour ça. Je suis désolé, ils ne sont pas formés pour ça. Donc, est-ce qu'on forme les profs en amont? Quels profs forme-t-on en amont? Est-ce qu'on fait appel à des intervenants extérieurs? Quels intervenants? Donc, c'est beaucoup de questionnements comme ça, et pour faire appliquer la loi, il y a pas mal de... C'était l'an dernier, en 2022, je crois que c'est il y a un an tout pile. Non, même pas, non, je crois que c'était en mars. Bon, bref, il y a plusieurs associations qui ont porté plainte contre l'État pour non-application de la loi. Et pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Et on en revient à ces 3 cours d'éducation sexuelle annuels qui sont pour moi primordiaux pour que les plus jeunes puissent avoir accès à une éducation sexuelle et puissent partir sur de bonnes bases dans leur vie d'adolescents ou de jeunes adultes, quoi, par la suite. Et te concernant? Ce qu'on peut me souhaiter à moi Ce qu'on peut me souhaiter à moi... Enfin voilà, il y a Instagram, mais il y aura peut-être aussi d'autres choses. Ben moi, j'ai envie évidemment de toucher le plus grand nombre. Donc alors je le dis, c'est une info, mais je vais lancer un podcast très certainement d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. On va parler de sexualité, mais de manière originale. Je ne vais pas dévoiler le concept tout de suite, mais le but, c'est de faire quelque chose qui n'a pas été fait. J'aime bien faire des choses qui n'ont pas été faites auparavant. Et mon but, vraiment, c'est toucher le plus grand nombre. Donc moi, j'essaie de m'ouvrir à toutes les opportunités possibles, de manière à ce que, justement, le plus grand nombre puisse avoir accès à une information de qualité, et décomplexé. Parce que j'utilise aussi beaucoup l'humour dans ma manière d'aborder les choses autour de la sexualité, parce que c'est quand même ultra important de désacraliser ce sujet-là et de dire c'est un sujet comme un autre, quoi. Enfin, je veux dire, si la sexualité n'existait pas, tu n'existerais pas, je n'existerais pas, et faire un sujet tabou, c'est un peu hypocrite quelque part, parce que les parents qui ont des enfants mais qui décident de faire un sujet tabou, c'est hypocrite. Vous avez bien eu une sexualité pour avoir vos enfants, et leur en parler ne va pas... C'est pas les oiseaux quand on emmenait les bébés, on voilà, pas dans exactement, les choux non plus. Voilà, faut arrêter ces mythes-là. Mais typiquement, je veux dire, on peut très bien dire à un enfant la sexualité se passe de telle manière, de telle manière. Encore une fois, c'est de la manière dont on utilise nos mots et notre façon d'expliquer les choses qui va leur faire comprendre tel ou tel principe. Je veux dire, moi, quand j'entends des choses, des gens qui crient au scandale en disant « Mon enfant va devenir homosexuel si vous lui parlez de tous les genres ou de toutes les attirances possibles », c'est n'importe quoi. Comme tu le disais si bien tout à l'heure, c'est pas une maladie, quoi. C'est pas quelque chose qu'on attrape. On est homosexuel ou on ne l'est pas. On est hétéro ou on ne l'est pas. Voilà, tout est possible, et c'est pas parce qu'on va nous parler d'un sujet qu'on va devenir... C'est pas parce que je vais te faire manger des pâtes au pesto que tu vas devenir italien, tu vois ce que je veux dire. Là, j'utilise souvent des analogies comme ça, mais faut arrêter de tout mélanger et de confondre les choses, quoi. Et c'est surtout important d'en parler, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Jordi Oumira. Merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Peut-être avant de se quitter, un mot. Si tu devais donner à des gens qui ne te suivent pas encore l'envie de suivre tes contenus, ou même d'ailleurs de s'intéresser aux contenus sur la sexualité, puisqu'il y a de plus en plus de comptes qui le font, quel serait le leitmotiv, le sous-titre que tu donnerais? Je dirais, si vous souhaitez en apprendre plus sur vos relations, quelles qu'elles soient, et notamment intimes, suivez ces comptes-là sur Instagram qui sont très bien informés, qui délivrent des informations de qualité et qui vous permettront de vous sentir beaucoup plus épanoui